Donc, alors, évidemment, nous sommes ravis de vous accueillir au séminaire de recherche francophone en sciences humaines et sociales, qui est, disons, un cycle ancré au cœur même des activités de notre centre, fondé, je le rappelle pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, en 1958, et mis en place grâce aux efforts du philosophe Michel Foucault, donc, qui a été le premier directeur de ce centre. Alors, le Centre justement de civilisation française et d'études francophones a depuis pour mission de servir d'interface entre le monde académique français et polonais dans le domaine des sciences humaines et sociales. Et c'est pourquoi notre approche se veut éminemment interdisciplinaire. Donc, c'est vraiment dans ce sens qu'on a développé ce séminaire, mais qu'on développe aussi d'autres activités. Nous avons plusieurs cycles, notamment qu'anime ma collègue Kinga, à la fois en polonais et en anglais. Donc, si vous avez envie d'écouter d'autres langues, vous pouvez aussi rejoindre ces formations. Alors, pour ce qui concerne ce séminaire, depuis 2 ans, nous avons également choisi de l'organiser d'après une approche thématique, en interrogeant un sujet d'après une perspective croisée fournie par les différentes disciplines. Alors, l'an dernier, nous avons choisi le thème, enfin, de s'intéresser au concept de sécurité, et cette année, nous avons décidé d'examiner la notion de patrimoine au pluriel. Alors, en effet, au cours des dernières décennies, le patrimoine est devenu un sujet courant du débat public, mais également des discussions à l'intérieur du monde académique, en lien étroit avec les réflexions menées sur la notion de mémoire. Évidemment, les deux sont liés. Alors, défini originellement comme un héritage familial transmis entre les générations, le patrimoine a fini par désigner progressivement un ensemble de biens dont la préservation relève de l'intérêt commun d'un groupe, voire de l'humanité tout entière. On parle du patrimoine de l'humanité. C'est une notion, évidemment, que vous connaissez et qui existe aujourd'hui pour différents types de monuments en particulier. Alors, la première conséquence de cette évolution a été d'élargir le champ d'application d'une notion dont les contours paraissent parfois flous et mouvants. Ainsi, aux côtés d'un patrimoine culturel, à la fois matériel, donc monuments évidemment, mais aussi objets divers, sites archéologiques, etc., mais aussi un patrimoine immatériel, où on dit parfois vivant, langue, musique, pratiques culinaires, gestes, savoirs techniques, laissés par les différentes populations. Apparaît également aujourd'hui l'idée d'un patrimoine naturel, produit des activités de la nature, donc faune, flore, formations géologiques remarquables qui servent notamment à l'activité touristique. Donc, de cette manière, le pluriel, c'est la raison pour laquelle on parle de patrimoine avec un S, semble désormais s'imposer pour qualifier les différents objets et processus inscrits dans cette perspective. Alors, l'autre élément introduit par cette extension sémantique a été de politiser ces constructions culturelles en les rattachant directement aux lignes de force qui traversent les sociétés contemporaines. Alors, la fabrique du patrimoine et sa mise en valeur, la patrimonialisation, comme on l'appelle en français, devient ainsi non seulement un catalogage faisant appel à une typologie de labels, donc patrimoine industriel, patrimoine régional, patrimoine linguistique, etc., mais aussi un lieu de tension entre héritage concurrent ou perçu comme réservé à un groupe donné. Je pense ici notamment aux polémiques récentes autour du concept d'appropriation culturelle. Autrement dit, un patrimoine est-il réservé à un groupe ou peut-il être aussi, en quelque sorte, transféré à un groupe qui n'a pas été à l'origine de sa création. Donc c'est pourquoi le caractère idéologique d'un patrimoine, de fait ancré dans un présent en constante transformation, le patrimoine, je le rappelle, n'existant pas en soi, mais étant davantage une mise en récit témoignant du rapport à un public donné, soulève également la problématique de la dépatrimonialisation, tendant à réviser le statut mémoriel des symboles laissés par une époque révolue, le plus souvent pour dénoncer la narration qui était associée. Je pense ici, enfin, de manière évidente, à l'image par l'exemple de l'héritage communiste en Europe centrale et orientale après 89. Est-ce qu'on le maintient comme un patrimoine ou est-ce que finalement on l'extrait de l'espace public pour montrer qu'il n'a plus cours à l'époque actuelle, mais aussi parfois pour des raisons simplement économiques. Par exemple, est-il légitime de muséifier un espace au risque de créer un obstacle pour le développement de la population locale, puisque à chaque fois, le patrimoine, quelque chose qu'on préserve, c'est aussi un espace qu'on enlève aux évolutions contemporaines, pourrait-on dire. Donc, pour aborder les défis et les questionnements suscités par ces processus complexes et hétérogènes, le séminaire croisera tout au long de l'année le regard de spécialistes du monde académique, comme nous avons aujourd'hui avec nous Valentin Berg, qui représente ce type d'approche,
et qui seront issus des différentes disciplines des sciences humaines et sociales, avec celui aussi des praticiens, donc conservateurs, juristes, médiateurs culturels, afin d'examiner comment s'affirme le rapport au passé dans le contexte des enjeux sociopolitiques du temps présent. Alors, avant de vous présenter notre invité plus en détail, que j'ai déjà mentionné à plusieurs reprises, je laisse à ma collègue Kinga Torbiska vous donner quelques indications pratiques sur l'organisation de nos séances et le mode d'évaluation aussi, qui va vous intéresser, qui sera mis en place dans le cadre de cet enseignement. Je vous laisse la parole. Merci Laurent. Moi, je voudrais vous présenter juste brièvement la méthode d'évaluation que je vous ai déjà envoyée par mail et que vous trouverez aussi dans notre système USOS. Donc, comme je l'ai déjà mentionné, et puis comme nous avons déjà mentionné, la note finale sera basée sur 3 éléments. C'est la présence, la rédaction d'un essai et aussi activité durant nos rencontres. Donc, concernant la présence, une absence sera autorisée durant le semestre. Toutes les présences sont automatiquement enregistrées sur la plateforme USOS et aussi dans la salle. Si vous avez des empêchements, veuillez nous envoyer des emails ou nous informer avant. Comme ça, nous saurons pour la présence. Deuxièmement, la participation. Donc, nous vous invitons à être actifs durant nos séances, à poser des questions, à donner vos commentaires et vos remarques. Et troisième, c'est un essai. La date limite pour la soumission, c'est le 10 janvier 2024. C'est toujours la date de notre avant-dernière séance. Comme ça, vous aurez votre note pour la dernière séance pour avoir assez de points pour votre session d'examen. L'essai doit contenir 6 pages en français. Pas d'anglais. En français, la structure du travail scientifique, c'est-à-dire d'inclure une thèse, des questions de recherche, des références à la théorie ou données empiriques. Ça doit avoir des notes de bas de page et une bibliographie scientifique. Et la thématique de cet essai doit être liée à la thématique de nos rencontres durant ce semestre. Et nous vous prions de l'envoyer par mail à un de nos coordinateurs, donc à Laurent ou à moi. Et si vous avez des questions, nous sommes toujours là pour répondre à toutes vos questions. Merci. Merci beaucoup, Kinga. Et pour la question de présence, je vois aussi qu'il y a quand même pas mal de personnes en ligne. Donc évidemment, nous avons des séances en hybride, mais dans la mesure du possible, vous serions reconnaissants quand même d'être là avec nous en présentiel, ce qui est plus simple à la fois pour les discussions, mais c'est aussi, je pense, plus sympathique. C'est-à-dire autant que Valentin disait être allergique au PowerPoint, autant je pense que les écrans en tant que tels, de manière générale, commencent à nous faire mal aux yeux à tous. Donc ce serait bien qu'on vous retrouve davantage dans cette salle qui est assez chaleureuse. Comme vous le voyez, il y a des livres, donc c'est assez agréable de discuter. Bien, donc après cette brève introduction un peu plus générale, puisque nous sommes aujourd'hui à la première séance de ce séminaire, je passe directement à ce qui concerne le cœur de cette rencontre, donc notre invité en particulier, que je vais vous présenter très brièvement, et ensuite je lui passerai la parole pour la présentation. Donc, alors aujourd'hui, nous sommes très heureux d'accueillir Valentin Bert, encore une fois, que j'ai déjà mentionné, qui est titulaire d'un doctorat en sciences politiques portant sur les courants historiographiques dans la Pologne communiste, thèse d'ailleurs qui a été publiée en polonais en 2021 et qui a été présentée l'an dernier dans cette salle en particulier, à d'autres endroits également, mais ici nous avons discuté cet ouvrage qui est disponible par ailleurs dans notre bibliothèque. Alors aujourd'hui, Valentin est chercheur titulaire, donc comme on l'appelle en France, chargé de recherche au Centre national de la recherche scientifique, CNRS, rattaché au laboratoire Centre européen de sociologie et de sciences politiques, qui est une unité de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Donc Valentin est non seulement un invité, mais aussi un collègue, puisque moi-même, je relève de l'université Paris 1, un laboratoire qui aussi est à l'université Paris 1. Alors aujourd'hui, ces chantiers de recherche s'intéressent aussi à la circulation des idées conservatrices et antilibérales en Europe, en particulier en Europe centrale, dont il est spécialiste, et aussi entre l'Europe et les États-Unis. C'est-à-dire une circulation, disons une histoire, je ne sais pas Valentin si tu serais d'accord, dire une histoire globale, une histoire mondiale
des idées, quelque part, politiques anti-libérales. Alors, c'est dans le cadre de ces réflexions qu'il a accepté de nous présenter ici une communication intitulée Le combat culturel révélateur des recompositions contemporaines des droites, qui entend aborder la problématique du patrimoine idéologique, justement, des groupes politiques contemporains. Donc, ce patrimoine immatériel que j'ai évoqué en introduction. Alors, avant de lui donner la parole, je rappellerai simplement que Valentin connaît très bien aussi la Pologne, grâce à ses collaborations avec les institutions locales et notamment avec notre centre, qui a eu l'occasion de l'accueillir à plusieurs reprises. L'an dernier, je l'ai déjà mentionné, mais aussi bien auparavant. Et donc, nous sommes très heureux de l'avoir avec nous une nouvelle fois aujourd'hui pour ouvrir le cycle de notre séminaire de recherche francophone. Et je m'arrête là et je passe la parole à notre invité. Donc, Valentin, je te remercie et je te laisse la parole pour une cinquantaine de minutes de présentation. Oui, ok. Ben, merci beaucoup, Laurent et Kinga, avant tout, pour votre invitation à participer à ce séminaire, à ce nouveau cycle de séminaire. C'est toujours un plaisir de revenir au centre, même si c'est pour le moment par Zoom, mais j'espère que je vais avoir l'occasion de revenir à Varsovie, en tout cas au cours de l'année universitaire. Alors, je vais intervenir effectivement sur le thème du séminaire et plus spécifiquement sur cette question du combat culturel que je mentionne dans le titre de ma présentation à partir de mes recherches actuelles qu'évoquait Laurent, c'est-à-dire une espèce de sociologie et d'histoire des idées qui prend pour objet les intellectuels conservateurs contemporains en Pologne, mais aussi par extension ailleurs en Europe et aux États-Unis. J'en dirai un mot un peu plus loin du point de vue de la méthodologie. Mais du coup, je voulais commencer peut-être par deux petites précautions oratoires. L'une qui consiste à dire que ce que je présente, c'est un travail de recherche en cours, donc c'est un statut de note de recherche finalement, de quelque chose qui n'est pas abouti. Donc je compte aussi sur vous dans la discussion pour m'aider à identifier les angles morts et les points qu'on peut encore creuser, puisque c'est loin d'être un produit fini. La deuxième petite précaution, c'est de dire que du coup, cette question du patrimoine, je l'aborde de manière un peu séquente dans mon travail, dans une perspective qui est une perspective de sociologie politique, où j'aborde le patrimoine, par extension la politisation des biens culturels dont parlait Laurent dans son propos liminaire, sous l'angle des luttes politiques que suscite sa définition, la définition de la culture légitime, de la culture d'un groupe, donc d'un collectif qui peut être une nation, un groupe social, une société, etc. Donc j'espère que vous n'aurez pas l'impression que je suis trop à côté de la thématique du séminaire et qu'il y aura quand même dans ce que je vais dire des choses qui vous paraîtront intéressantes. Je vais commencer mon propos par une série d'exemples qui illustrent ce que j'entends par le combat culturel vu de droite. Giorgia Meloni, que vous connaissez, qui est l'actuelle chef du gouvernement italien, disait lors d'un meeting politique à Catane, en Sicile, au mois de mai de cette année, je cite, « Je veux libérer la culture italienne d'un système dans lequel on ne pouvait travailler qu'en se déclarant d'un certain camp politique. » Et donc, elle faisait référence à un monde culturel qui, d'après elle, serait en quelque sorte la dernière citadelle de la gauche. Et ces déclarations sont à mettre en lien avec la politique culturelle au sens large du gouvernement qu'elle dirige, qui s'est notamment traduite par des changements à la tête de l'audiovisuel public, notamment de la télévision publique. Ça rappelle des choses qu'on a pu observer en Pologne. Et aussi par un pouvoir culturel, un ministère de la Culture qui revendique de mettre en place une hégémonie culturelle, donc en reprenant un vocabulaire qui est hérité d'un penseur communiste, paradoxalement, Antonio Gramsci, sur lequel je reviendrai par la suite. Et cette politique culturelle du gouvernement Meloni entend se déployer, si on écoute les déclarations du ministre notamment, ou de la chef du gouvernement, dans deux directions. La première, c'est la préservation d'un conservatisme moral qui serait attaqué par les minorités, que ce soit des minorités sexuelles, de genre, ou des minorités immigrées étrangères. Donc d'une part, et d'autre part, la réhabilitation du sentiment national, donc là qui renvoie plutôt aux questions de mémoire, de politique mémorielle, et d'une histoire nationale qui serait mise à mal par une histoire critique,
Là aussi, ça fait écho à des discours qu'on peut entendre, entre autres, en Pologne. Un deuxième exemple nous emmène en Floride, un État dont le gouverneur est Ron DeSantis, quelqu'un dont on parle beaucoup dans le cadre de la primaire pour l'élection présidentielle américaine, c'est en quelque sorte le principal challenger de Donald Trump dans le camp républicain. Vous avez peut-être entendu parler de l'histoire du New College of Florida, donc une université publique de Floride, dont le conseil d'administration a été réformé, enfin démis de ses fonctions, et on a nommé un nouveau conseil d'administration début 2023, donc nommé par le gouverneur DeSantis, un conseil d'administration dont la première décision a été donc de démettre de ses fonctions le président de l'université, et par la suite de mettre en place un certain nombre de changements dans les programmes d'études, donc notamment d'abolir les études de genre en raison de leur caractère idéologique, et de mettre en place ce qu'ils ont appelé, donc le conseil d'administration de cette université, une campagne anti-woke, donc en référence au wokisme, qui est une sorte de mot un peu fourre-tout qui sert à désigner différentes atteintes à ce qu'on pourrait considérer au fond comme une sorte de patrimoine de connaissances voilà, qui seraient attaquées par des minorités, qu'elles soient sexuelles, de genre, raciales, etc. Et ça s'est traduit notamment, cette campagne anti-woke en Floride, par une loi sur l'enseignement supérieur, donc une loi qui s'applique au niveau de l'État de Floride, qui invite les programmes d'études à souligner la grandeur ou la supériorité de la civilisation occidentale. Donc c'est de garantir qu'on ne vienne pas, que ce soit en histoire ou dans des cursus de sciences sociales, miner finalement la civilisation occidentale, quoi que ça puisse signifier, mais donc on le voit à travers des discours sur la race, le genre, etc., qui mettraient en péril cette civilisation occidentale. Ces réformes de l'enseignement supérieur en Floride se sont notamment traduites au niveau du New College of Florida par le départ de 40% du staff académique, donc un peu moins de la moitié des enseignants ont choisi de quitter cette université. Les exemples suivants nous ramènent en Europe et en France à un niveau régional. Vous savez peut-être que Laurent Wauquiez, qui est le président issu du parti Les Républicains, donc le parti de la droite classique en France, donc qui est le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc la région de Lyon, Saint-Étienne, Clermont-Ferrand, etc., s'est lancé cette année dans une politique de rééquilibrage territorial de la politique culturelle régionale. Donc rééquilibrage territorial, c'est le terme qui est employé par Laurent Wauquiez et par son adjointe à la politique culturelle. Politique à travers laquelle il s'agit de modifier l'allocation des subventions à la politique culturelle, en gros des métropoles, qui concentrent l'essentiel des subventions pour les théâtres, les opéras, les salles de concert, etc., donc de la métropole lyonnaise, clermontoise, etc., vers des régions plus rurales, plus reculées, au nom de la dénonciation, d'après Laurent Wauquiez, de l'entre-soi et du parisianisme du monde de la culture. Donc là aussi, avec un sous-texte consistant à dire que voilà, la culture est en quelque sorte monopolisée par une élite culturelle urbaine, plutôt de gauche, même si ce n'est pas toujours dit comme ça, au détriment d'une partie de la population. Dans une autre région, la région Île-de-France, donc qui est celle où je me trouve, en 2016, donc il y a déjà plusieurs années, une autre présidente de région issue du même parti, les Républicains, Valérie Pécresse, avait décidé donc en 2016, de suspendre les financements de recherche que la région Île-de-France accordait aux études de genre, là aussi, aux études de genre, aux inégalités et aux discriminations. C'était un fléchage qui allouait des bourses, notamment doctorales, postdoctorales, pour des recherches en sciences sociales, donc consacrées au genre, aux inégalités et aux discriminations. Depuis 2016, c'est des financements de recherche qui ont été supprimés par la région Île-de-France, au motif, d'après Valérie Pécresse, que ce type de travaux, notamment en études de genre, véhicule une idéologie, et donc que c'est quelque chose qui relève non pas de la science, mais d'une idéologie. Au niveau régional, toujours, on peut faire des observations similaires. Je ne veux pas me lancer dans un catalogue d'exemples, mais il y a des observations similaires qui ont été faites sur les régions qui sont contrôlées par le parti Vox en Espagne, donc qui est l'associé du parti PIS au Parlement européen, et qui contrôle donc
un certain nombre de régions en Espagne dans lesquelles on observe un peu des logiques similaires de réorientation ou de suspension de fonds publics, soit pour la culture, soit pour la recherche. Alors j'ai choisi volontairement de commencer par des exemples qui ne sont pas la Pologne et la Hongrie pour montrer que la question de l'illibéralisme, du conservatisme ou des atteintes à l'autonomie de la culture et de la science, de l'enseignement supérieur, etc., n'étaient pas des choses qui étaient confinées aux États dits illibéraux en Pologne et en Hongrie, mais évidemment, si vous connaissez bien le contexte polonais, vous savez que si on parle de valorisation de l'histoire nationale, alors il y a quelque chose en Pologne qui s'appelle la politique historique qui relève quand même assez clairement de cette logique-là. Bon, on en a parlé l'an dernier notamment, quand je suis venu présenter le livre dont Laurent parlait. Il y a eu en Pologne et aussi en Hongrie des critiques de l'idéologie du genre. En Hongrie, on a supprimé les diplômes en études de genre, qui étaient délivrés notamment par la Central European University, qui quand même était forcée donc, de quitter la Hongrie. On retrouve aussi ce que j'ai évoqué à propos de l'Italie, hein, la question des médias publics qui sont passés en quelque sorte sous contrôle, ou en tout cas qui sont devenus très proches du parti au pouvoir. On pourrait citer la réorientation des aides à la presse, les subventions accordées à la culture, etc. Il y a pas mal d'exemples sur lesquels on peut revenir plus en détail si vous le voulez dans la discussion. Et donc tous ces exemples constituent des choses qui n'ont pas forcément grand-chose à voir les unes avec les autres, hein, mais qui ont quand même un certain air de famille. Ce qu'on pourrait qualifier d'un intérêt pour la droite et l'extrême droite. Je distingue les deux volontairement. Hein. Je dirais souvent la droite et l'extrême droite pour ne pas assimiler non plus tous les acteurs et tous les partis dont j'ai parlé à l'extrême droite. Mais en tout cas, un intérêt de ces familles politiques-là pour le domaine culturel au sens large, hein, donc enseignement, recherche, culture au sens des arts. Et c'est un phénomène donc, qui prend diverses formes, hein, remise en cause du financement public de certaines institutions ou associations, redéploiement de nouvelles directions dans les administrations culturelles. En Pologne, on a beaucoup évoqué par exemple la révocation de la direction du musée de la Seconde Guerre mondiale à Gdansk après la victoire du PiS aux élections de 2015. Mais aussi plus généralement critique de l'école et de l'université comme des domaines d'endoctrinement idéologique. Et ça c'est quand même sans doute la chose la plus partagée à travers ce qui a été étudié notamment par un sociologue belge, David Paternotte, comme les campagnes anti-genre à partir des années 2010. Hein, on a retrouvé dans des pays aussi divers que la France, l'Italie, la Pologne, des campagnes menées par des organisations de la société civile, pas forcément toujours de droite radicale, hein, aussi des associations de parents d'élèves, contre l'éducation sexuelle ou l'éducation au genre dans les écoles. Et je disais, il y a un air de famille dans ces politiques culturelles de la droite, pas seulement du point de vue des modes opératoires et des thèmes qui sont mobilisés, mais aussi à travers les expressions, les mots, les concepts qui sont utilisés pour en parler, que ce soit les mots qu'utilisent les acteurs eux-mêmes ou ceux qu'utilisent des chercheurs ou des commentateurs. On a vu un certain nombre d'expressions devenir ces dernières années très populaires, comme par exemple le gramscisme, donc je parlais d'Antonio Gramsci tout à l'heure, ou gramscisme de droite, ou hégémonie culturelle, un autre terme qui est associé au nom de Gramsci, voire éventuellement métapolitique, qui est aussi un concept associé en général à Antonio Gramsci. Je dis c'est dans les années récentes, c'est un phénomène qui a quand même une bonne dizaine d'années maintenant. Un politologue français qui s'appelle Gaël Brustier avait publié un essai après la Manif pour tous en France. Donc la Manif pour tous, c'est ce mouvement de protestation contre le mariage homosexuel dans les années 2012-2013. Et donc Gaël Brustier avait publié à la suite de cela un essai qui s'intitulait « À demain Gramsci », de manière tout à fait intéressante. Et dans son livre « À demain Gramsci », il évoquait précisément le devenir de la Manif pour tous et le fait que la Manif pour tous a en quelque sorte enfanté des associations, des groupes militants plutôt liés à la droite ou des groupes religieux catholiques qui se donnaient pour objectif justement de mettre en place une contre-hégémonie culturelle, de faire de la métapolitique, etc. Donc qui se référait à la pensée de Gramsci. Alors ici,
on pourrait presque parler d'appropriation culturelle, hein, finalement, pour reprendre un terme que Laurent lançait dans son introduction. Hein. On pourrait aussi réfléchir à comment il y a des appropriations d'un patrimoine intellectuel associé à la gauche, en l'occurrence un auteur communiste italien, par des groupes militants de droite, voire d'extrême droite. Je ne veux pas m'étendre sur l'exégèse de Gramsci, parce que ce n'est pas l'auteur que je connais le mieux, mais on peut y revenir dans la discussion. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ce que ces termes-là signifient, hein, gramscisme de droite, hégémonie culturelle ou contre-hégémonie culturelle, métapolitique, c'est une idée au fond qu'on pourrait résumer ainsi, hein, qu'on trouve donc chez Gramsci, un auteur communiste italien des années 20, l'idée que la révolution politique, le fait de conquérir le pouvoir, que ce soit par les urnes ou par les armes, doit s'accompagner et même être précédé par une conquête du pouvoir culturel. C'est-à-dire que le pouvoir politique en tant que tel ne sert à rien. Si on veut transformer la société radicalement, alors il faut s'assurer le contrôle de ce qu'on appellerait en termes marxistes une superstructure, quoi. Donc des appareils de production idéologique que sont les écoles, le système éducatif, l'université, la culture, les médias, etc., pour en fait commencer avant de transformer politiquement la société et de conquérir le pouvoir, commencer d'abord par conquérir les cœurs et les esprits, quoi, hein, convaincre les gens du fait que sa vision du monde est la vision du monde légitime. Donc c'est des discours qui ne sont pas neufs, hein, mais qui reviennent avec une certaine force et une actualité, essentiellement à droite de l'échiquier politique, je dirais en gros depuis les années 2010, hein, en lien entre autres, mais pas seulement, avec ces campagnes anti-genre analysées par David Paternotte, hein, qui sont une des manifestations de ce regain d'intérêt à droite pour les questions culturelles. Un regain d'intérêt qui n'est pas forcément évident, hein, puisque dans un certain nombre de pays, c'est évident si on pense à la France, on associait plutôt traditionnellement la politique culturelle, en tout cas de masse, à la gauche. Et donc, il y a une forme de vocabulaire et des représentations partagées du problème de la culture ou de l'enjeu de la culture à droite et à l'extrême droite. Et moi, j'avancerai volontiers l'hypothèse que on assiste aujourd'hui à une recomposition des droites, hein, c'est pour ça que je dis droite et extrême droite, autour d'enjeux culturels. Hein, que ces enjeux culturels, c'est ce combat culturel, ces batailles autour de voilà, qu'est-ce que c'est la culture légitime, la culture nationale, qu'est-ce qui fait notre patrimoine, notre identité commune, c'est un élément central de recomposition, alors y compris de fusion et d'alliance, hein, entre les droites et les extrêmes droites aujourd'hui, au niveau européen en tout cas. Il y a un ensemble de littérature académique, hein, c'est mon deuxième point, si vous voulez, qui a été consacré déjà à ce phénomène, notamment autour de l'idée d'un backlash en anglais ou d'un retour de bâton, avec l'idée que ce phénomène de mobilisation de la droite sur les questions culturelles, c'est en quelque sorte une réaction à l'avancée d'idées plus progressistes ou plus égalitaires dans le domaine culturel, hein, que ce soit l'égalité des genres, l'antiracisme, etc. Et que donc on aurait une réaction de la droite face à ça, hein, si je reviens sur la question des mobilisations suscitées autour des questions de genre, elle se déploie notamment après la fameuse convention d'Istanbul du Conseil de l'Europe, dont on a beaucoup parlé en Pologne, hein, sur les violences faites aux femmes et qui avait été perçue par certains comme justement portant potentiellement le danger d'un agenda politique qui irait vers davantage d'égalité des genres, une remise en cause de la famille traditionnelle hétérosexuelle, la promotion de l'homosexualité ou en tout cas du mariage homosexuel, l'éducation sexuelle à l'école, etc. Cette théorie du backlash, elle est assez critiquable. Je pense David Paternotte, dont je parlais tout à l'heure, donc, qui est sociologue à l'Université libre de Bruxelles, a écrit un texte intéressant là-dessus, dans lequel il dit c'est quand même une théorie qui reprend pour beaucoup le discours qui est porté par les droites sur ces questions-là, hein, de dire qu'elles ne font que réagir à l'avancée d'un agenda progressiste sur les questions culturelles qui est porté par la gauche ou par l'extrême gauche. Mais si on fait le bilan des politiques d'égalité
d'égalité des genres, des politiques de lutte contre les discriminations de toutes sortes, on peut quand même avancer qu'on n'est pas non plus dans les différents pays de l'Union européenne dans des situations où on aurait fait complètement disparaître ces discriminations et où les minorités seraient en situation d'imposer leurs lois aux majorités, comme c'est souvent avancé à droite. Il y a un concept qui me paraît plus intéressant que celui de backlash dans la littérature académique, c'est celui de guerre culturelle, qui me semble assez intéressant, alors qui est là aussi pas très récent, hein, qui a été développé aux États-Unis, qui fait écho à des travaux déjà assez anciens sur la Pologne, la région Europe centrale, ou de longue date des auteurs comme David Host, par exemple, ou Jan Kubik, ou Geneviève Zubrzydski, ont noté que après 1989, on avait une vie politique qui s'était organisée, notamment en Pologne, autour d'enjeux, de débats, de problèmes plus culturels que sociaux. Où ce qui définissait les identités politiques, c'était par exemple un rapport à l'identité nationale ou religieuse, plus que le rapport au passé communiste, évidemment, dont parlait Laurent aussi. Hein, est-ce que c'est un passé qui fait partie de l'héritage national ou pas, plus que sur des enjeux sociaux de type quelle politique économique et sociale faut-il mener, etc. Ça, c'est des choses qui font moins débat dans la vie politique polonaise après 89. Et donc, finalement, il est peut-être pas si étonnant qu'on ait eu des formes de mobilisation plus tard, hein, dans les années 2010, autour des questions de droits LGBT, d'égalité hommes-femmes, d'accueil de migrants, de réfugiés, etc., dont on sait qu'elles ont fait en partie le succès des campagnes électorales du PiS. Parmi les travaux que je trouve tout à fait intéressants pour penser ce phénomène en Europe centrale, il y a un livre qui s'intitule justement Central European Culture Wars, donc les guerres culturelles en Europe centrale, publié l'an dernier, en 2022, par nos collègues politologues de l'Université Charles à Prague. Donc c'est un ouvrage collectif qui est dirigé par Pavel Barcha, Zora Essova et Andrei Slatsalek. Et Zora Essova a également écrit un article l'année précédente, en 2021, dans la revue tchèque de sciences politiques. C'est un article en anglais. Le livre est en anglais également. Il s'efforce dans ces travaux-là, nos collègues tchèques, de conceptualiser la notion de guerre culturelle en disant que finalement ces guerres culturelles ne résultent pas de changements dans les valeurs ou dans les idées qui sont dominantes au sein des populations dans les pays qu'ils étudient, donc qui couvrent en gros l'Europe de Visegrad, hein, mais aussi l'Autriche, dans les cas d'études qui sont étudiés. Mais que ces guerres culturelles donc ne viennent pas finalement du côté de la demande, hein, ou de la base sociale qui serait plus radicalisée ou plus polarisée sur ces questions culturelles, mais que ces guerres culturelles résulteraient plutôt d'une instrumentalisation stratégique de ces enjeux culturels par des entrepreneurs politiques, des deux côtés de l'échiquier politique, en quelque sorte, à la fois conservateurs et libéraux. Donc il y a une relation dialectique dans les guerres culturelles, il faut être à deux pour faire une guerre. Et que donc c'est dans les mobilisations électorales, hein, que les acteurs politiques choisissent de mettre plutôt en avant ces enjeux-là plutôt que d'autres. Peut-être parce que aussi politiser les questions culturelles, c'est plus facile ou plus évident pour mobiliser des électeurs que, encore une fois, d'aller politiser sur d'autres enjeux. Typiquement, faire campagne en disant il y a d'un côté les bons Polonais et de l'autre les mauvais Polonais, c'est peut-être plus facile d'un point de vue rhétorique que d'apporter des réponses à comment est-ce qu'on sort d'une forme d'économie finalement un peu dépendante du capital étranger, et comment est-ce qu'on reprend le contrôle de l'économie, ou ce genre de questions qui sont un peu plus complexes sans doute. Et ce que nos collègues tchèques mettent en avant, c'est qu'il y a trois types d'enjeux qui sont centraux dans ces guerres culturelles en Europe centrale. Ces trois types d'enjeux, ce sont les politiques de mémoire, dont nous avons déjà commencé à parler, les politiques identitaires, donc que l'on retrouve autour notamment de l'enjeu de l'immigration extra-européenne, et les politiques morales,
ou de la moralité, ce qu'on appelle morality politics en anglais, donc c'est-à-dire tout ce qui touche à l'avortement, à l'égalité homme-femme, aux droits des personnes LGBT, etc. Donc on retrouve finalement les trois thèmes que j'ai évoqués et qu'on a évoqués aussi dans l'introduction du séminaire. Je trouve ça assez intéressant comme manière de penser le problème, notamment en lien avec la perspective que moi j'essaye d'adopter dans mon travail, qui est de finalement décentrer le regard pour laisser un peu de côté les partis politiques et les élections, mais pour regarder le rôle des intellectuels et des idées en politique, quoi. Donc en gros, comment est-ce qu'on mobilise dans la société à travers un travail de longue haleine qui se fait à proximité des partis politiques, mais pas directement en lien entre eux, dans la société civile, pour essayer justement de semer des idées, de politiser un certain nombre d'enjeux dans la perspective d'une conquête électorale, mais qui n'est pas pensée comme prioritaire, ou en tout cas comme quelque chose qui vient immédiatement dans ce travail, voilà, finalement de propagande intellectuelle ou de mobilisation intellectuelle. En d'autres termes, il s'agit, voilà, d'interroger les conditions sociales, historiques, culturelles de la politisation de ces enjeux patrimoniaux, culturels, identitaires dans le débat public. Et si on fait ça, je pense qu'on a intérêt, c'est mon troisième point, à historiciser l'analyse, donc à faire un peu d'histoire. Laurent parlait d'histoire globale, c'est un terme à la mode, sans doute un peu ambitieux pour ce que j'essaye de faire, mais il y a un peu de ça. Si on parle de gramscisme de droite, de stratégie métapolitique, il y a une chose qui revient systématiquement ou presque dans les travaux de chercheurs, qu'ils soient historiens, sociologues ou politistes, qui se sont interrogés sur cette question, c'est le rôle central de la nouvelle droite française. Alors c'est très paradoxal parce que la nouvelle droite française, elle n'est pas très connue en France. Elle se forme à la fin des années 60, au début des années 70, autour d'un personnage qui est Alain de Benoît, qui est sans doute l'un des intellectuels français les plus traduits à l'étranger, mais sans doute aussi beaucoup plus connu hors de France qu'en France, paradoxalement, qui est un de ces intellectuels dont on ne sait pas très bien quelle est sa profession, qui n'est pas un universitaire, qui est finalement pas un journaliste non plus, mais quelqu'un qui a passé sa vie à écrire des livres, à créer des revues, donc quelqu'un qu'on appellerait un publiciste en polonais, quoi, ou en français un peu vieilli, et qui est l'un des principaux fondateurs et l'un des principaux intellectuels qui anime un groupe d'intellectuels et aussi de hauts fonctionnaires qui s'appelle le GRES, le groupe de recherche et d'études sur la civilisation européenne. C'est important cette histoire de civilisation européenne en lien avec la notion de patrimoine et puis de la stratégie politique de ces gens. Et qui donc... Ce groupe se constitue en fait après 1968, donc autour du constat que finalement la gauche est hégémonique dans la société. En tout cas, c'est comme ça qu'ils interprètent les événements de mai 68 et puis tout ce qui suit dans les années 70, la libération des mœurs, la révolution sexuelle, le féminisme, etc. Tout ce qu'on appelle aussi par la suite les nouveaux mouvements sociaux. Et qui considère donc qu'il est urgent de réarmer intellectuellement la droite et donc d'adopter une stratégie, encore une fois, métapolitique. Ils vont se revendiquer de Gramsci. Le GRES publie d'ailleurs une brochure en 1981, donc l'année de l'arrivée de la gauche au pouvoir avec l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République, une brochure qui s'intitule « Pour un gramscisme de droite » et qui ne fait que répéter les objectifs que ces gens se donnent depuis le début des années 70, c'est-à-dire mettre en place une contre-hégémonie culturelle de droite à travers un investissement dans les journaux, dans la culture, et donc de dire que voilà, il y a tout un champ de bataille culturel, il faut arriver à faire des pièces de théâtre, des films, publier des romans, etc. Et évidemment animer des revues, des journaux qui contribuent à propager des idées de droite
de manière plus ou moins affirmée, hein, mais dans l'idée que c'est en diffusant ces idées-là, en diffusant d'abord ces idées dans la société, qu'on va créer les conditions d'une reconquête d'une hégémonie culturelle et donc préparer le terrain à des victoires électorales de la droite. Et donc, ce qui est important aussi, c'est que ce processus-là est aussi un processus de redéfinition intellectuelle de ce qu'est la droite, sur le plan idéologique, dans le contexte français, mais pas seulement, puisque c'est quand même un processus aussi de mise à distance de l'héritage des fascismes historiques. Donc, on retrouve aussi la question du patrimoine, si on veut, posé sous l'angle d'un héritage historique et idéologique. L'un des enjeux de l'entreprise intellectuelle du Grèce et de Benoît, notamment à travers cette notion de civilisation européenne, c'est d'inventer une tradition ou de redécouvrir une tradition de pensée conservatrice qui ne puisse pas être stigmatisée comme héritière du fascisme, du nazisme et donc des horreurs du XXe siècle. Et ça va passer par la redécouverte ou l'invention de ce qu'on appelle la révolution conservatrice allemande. Les auteurs de la révolution conservatrice allemande, c'est des auteurs comme Oswald Spengler, Martin Heidegger, Ernst Junger, etc. Donc des gens qui ont pu avoir un compagnonnage idéologique avec le nazisme, mais qui n'étaient pas nécessairement, en tout cas pas tous, des nazis, des idéologues du parti nazi, etc. Et qui donc sont constitués après la Seconde Guerre mondiale, d'abord par un Suisse allemand, Armin Möller, qui va publier sa thèse de doctorat, qui va la consacrer à la révolution conservatrice allemande en 1949. Donc c'est lui qui invente le terme de révolution conservatrice allemande, c'est lui qui invente le label qui permet de regrouper ces différents auteurs sous ce même label. Et donc puis par Alain de Benoît, qui fait traduire Möller en français et qui valorise cet héritage-là. C'est comme ça qu'on invente en quelque sorte ce canon de la révolution conservatrice allemande, qui de manière tout à fait amusante va devenir le socle idéologique aussi de la nouvelle droite allemande, donc des intellectuels équivalents à de Benoît en Allemagne qui vont par la suite inspirer entre autres l'AfD qu'on connaît aujourd'hui. Mais les Allemands vont finalement, la nouvelle droite allemande va découvrir la révolution conservatrice allemande par l'intermédiaire d'Alain de Benoît, lorsqu'il va être traduit en Allemagne. Donc c'est assez intéressant en termes de mécanisme de circulation. Je passe sur les détails, mais là où c'est intéressant, là où c'est important, c'est que la révolution conservatrice allemande donc, permet de doter la droite et l'extrême droite d'un socle idéologique qu'on cherche à dissocier du nazisme, même si certains des auteurs de cette révolution conservatrice allemande ont vu plutôt d'un bon œil l'arrivée d'Hitler au pouvoir en Allemagne. Et surtout, ça permet de redéfinir cette idéologie de droite comme n'étant pas nationaliste et pas raciste. Hein, le recours à la notion de civilisation européenne et à une autre notion qui est centrale chez de Benoît, qui est celle d'ethno-différentialisme, permet de dire que l'idéologie de cette droite-là n'est pas raciste et pas nationaliste. Pourquoi ? Parce que l'ethno-différentialisme chez de Benoît, qui s'appuie sur Oswald Spengler, qui fait une histoire des civilisations mondiales, consiste à dire qu'il existe des civilisations qui sont intrinsèquement séparées, différentes, qui ne doivent pas se mélanger, pas se métisser. Donc, il y a quand même une dimension xénophobe là-dedans, si vous voulez, un refus du métissage, mais des civilisations qu'on conçoit comme étant rigoureusement égalitaires. Donc, il n'y a pas de théorie racialiste, en tout cas, affichée derrière ça. Il n'y a pas de supériorité de la race blanche ou de la civilisation occidentale. Mais par contre, il y a une spécificité intrinsèque à chacune de ces civilisations qui ne doivent pas se mélanger. Donc, ça permet de développer une pensée du non-métissage, une pensée quand même aussi de la distinction des ensembles civilisationnels, hein, l'Occident comme étant distinct d'autres civilisations asiatiques, africaines, etc. Mais en se plaçant à un niveau qui n'est pas celui d'un racisme biologique, et aussi en se plaçant à un niveau qui est celui de la civilisation et donc d'un refus du nationalisme. Donc ça, c'est assez important et c'est ce qui favorise en fait la forte circulation internationale
de ce corpus idéologique dans un contexte, celui des années 70-80, où les partis d'extrême droite en Europe ont une audience électorale très modeste. Les premières percées électorales de l'extrême droite en Europe, en France, c'est 1986, donc c'est la fin des années 80. Dans d'autres pays, c'est les années 90, début des années 2000. Jusque-là, on est dans un contexte historique de basse eau électorale pour l'extrême droite. Et donc, c'est par les idées, par la reconquête de l'hégémonie culturelle que des intellectuels comme ceux de la nouvelle droite française et de la nouvelle droite allemande et de la nouvelle droite italienne, le label nouvelle droite lui-même va voyager. C'est par ce travail-là que ces intellectuels entendent réhabiliter des idées de droite ou favoriser des succès électoraux pour la droite et l'extrême droite. Aujourd'hui, évidemment, le contexte est tout à fait différent. Il y a un politologue néerlandais en poste aux États-Unis qui est en quelque sorte l'autorité en la matière, Cas Mudde, qui explique qu'on est aujourd'hui dans la 4e vague de l'histoire de l'extrême droite depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est une vague qui d'après lui, correspond à des succès électoraux des partis politiques positionnés à l'extrême droite. Ce qu'on voit en Italie, ce qu'on voit en France, etc. Mais aussi à une forme d'extrême droitisation de la droite classique. Ce qui est arrivé, par exemple, au Parti républicain aux États-Unis avec Donald Trump, et ce qui est arrivé en Pologne avec le PiS ou en Hongrie avec le Fidesz, qui ne sont pas des partis d'extrême droite ou des partis qui ont un héritage fasciste ou post-fasciste, qui sont des partis de droite relativement classiques, mais qui ont évolué vers des positions qui sont davantage celles de l'extrême droite aujourd'hui, sur en tout cas un certain nombre d'enjeux, dont les enjeux culturels dont on parlait. Et ce contexte-là différent, il est tout à fait intéressant pour l'analyse et pour les questions de patrimoine dont on discute, parce que la conquête des leviers de pouvoir étatiques dans un certain nombre d'États ou dans des régions que je mentionnais dans mes exemples favorise la mise en œuvre de politiques culturelles. Et donc on passe de la métapolitique au sens d'un discours sur la culture pour gagner les élections à la politique culturelle tout court parce qu'on a le pouvoir et donc on est en mesure très concrètement encore une fois de réorienter des financements, de supprimer des accréditations pour des formations universitaires, de révoquer des directions de musées, etc. Mon 4e point, c'est de dire qu'on a une circulation transnationale importante de ces stratégies métapolitiques qu'on peut observer dans différents endroits, dans différents lieux. Moi, je travaille plus spécifiquement sur des réseaux transnationaux qui sont à la fois intellectuels et politiques, parce qu'il y a des responsables de partis politiques qui y participent, des réseaux transnationaux autour d'un think tank qui s'appelle le Center for European Renewal, qui a été fondé au milieu des années 2000, entre autres par des gens comme Richard Legutko, donc bien connu en Pologne, philosophe, député européen, fondateur de ce think tank conservateur polonais basé à Cracovie, qui s'appelle Ośrodek Myśli Politycznej, donc le centre de la pensée politique, si on veut. Le Center for European Renewal, c'est une sorte de club d'intellectuels et de think tankers de droite conservatrice en Europe, polonais, hongrois, hollandais, français, etc., enfin un peu tous les pays d'Europe, qui a donné naissance à une revue qui s'intitule The European Conservative, qui de manière tout à fait intéressante avait son siège à Amsterdam et qui a déménagé récemment à Budapest, où le climat visiblement est plus propice au développement du conservatisme européen. Parmi les espaces de circulation comme ça, de discours sur la politique culturelle vue de droite, il y a aussi des conférences qui s'intitulent National Conservatism, donc les NatCon Conferences, qui sont organisées par la fondation Edmund Burke, créée à Washington en 2019 par, encore une fois, des universitaires et des think tankers proches du Parti républicain, résolument trumpistes, notamment un certain Yoram Hazony, qui est un universitaire américain d'origine israélienne qui est connu aux États-Unis pour avoir contribué à proposer une dissociation entre conservatisme et libéralisme pour la droite américaine, en disant que la droite américaine doit être conservatrice mais plus libérale. C'est en quelque sorte l'un des penseurs illibéraux, si on veut, aux États-Unis, donc dans une veine assez proche de ce qu'on peut observer du côté de gens comme Legutko, par exemple. Donc voilà. Et ce qui est fascinant, évidemment, c'est que la manière dont la Pologne et la Hongrie sont devenus aussi des lieux, des espèces de passages obligés de cette internationale conservatrice ou de ces réseaux transnationaux.
autour, par exemple, des congrès Polska Wielki Projekt. Si on regarde la liste des invités, on retrouve beaucoup de gens qui sont également dans ces conférences National Conservatism, au Center for European Renewal, etc. Mais aussi en Hongrie, au Matthias Corvinus Collegium, au Danube Institute, qui est un think tank qui fait la promotion de l'illibéralisme hongrois. Et donc, il y a comme ça une espèce de vitrine internationale en Europe centrale de droite au pouvoir qui sont présentés comme des modèles, notamment du point de vue des politiques qu'elles mettent en place en matière culturelle ou éducative. Je vais essayer d'avancer un peu plus vite, mais donc du coup, il y a toute une critique du libéralisme culturel qui est devenu un véritable lieu commun dans cette internationale conservatrice contemporaine. Moi, j'ai par exemple écrit un article sur la circulation de Richard Legutko aux États-Unis. C'est tout à fait fascinant comment son essai qui s'intitule The Demon in Democracy, dans lequel il fait un parallèle entre la démocratie libérale et l'Union soviétique, comme deux types de régimes politiques qui visent à fabriquer un homme nouveau et à abattre finalement l'ensemble des piliers traditionnels d'une société, que ce soit la famille, la nation ou la religion. Donc ça a été traduit aux États-Unis, ça a beaucoup circulé, notamment via des gens comme Mazzoni, etc., dans des cercles trumpistes. Donc c'est tout à fait intéressant comment ce sens commun un peu de critique du libéralisme culturel comme finalement une nouvelle forme de marxisme, ce qui est très bien subsumé à travers l'expression marxisme culturel, qui a donné lieu à tout un tas de publications en Pologne et aux États-Unis, contribue finalement à une espèce d'extension du domaine du communisme. Donc on retombe un peu sur les racines anticommunistes de cette internationale conservatrice, parce qu'on peut en tracer les premières racines à la fin de la guerre froide. Je ne reviens pas là-dessus, j'ai publié là-dessus par ailleurs, mais on y revient dans la discussion si vous voulez, mais les premiers jalons de cette internationale conservatrice contemporaine, ils datent de la fin de la guerre froide et d'une certaine manière, on pourrait dire que l'antilibéralisme d'aujourd'hui, c'est un peu le produit d'une mutation de l'anticommunisme de la fin de la guerre froide, quoi. Et donc, autour de cette idée qu'il y a une espèce de socle culturel commun, identitaire, autour du triptyque famille, nation, religion, entre parenthèses chrétienne, ou judéo-chrétienne éventuellement, qui serait menacé aujourd'hui par le libéralisme culturel, qui serait une forme avancée de marxisme autour du féminisme, question de genre, de l'antiracisme, etc., etc. Donc, c'est une pensée politique aussi, qui est conservatrice au sens où elle pense la société sur la base de solidarité exclusive. Les individus sont considérés simplement comme des membres de communautés familiales, nationales ou religieuses. Et donc ça, comme je le disais, c'est quelque chose qui est assez commun, assez différentes droites. Et donc, c'est ce qui est un peu le programme de recherche que j'essaye de déployer, notamment en comparant la France et la Pologne. C'est une réflexion sur comment on passe du gramscisme de droite conçu comme reconquête de l'hégémonie culturelle qui passe par une mobilisation dans la société civile. Donc en Pologne, ça a pris la forme, par exemple, de ce fameux think tank Ośrodek Myśli Politycznej à Cracovie. Dès 1995, après la victoire de Kwaśniewski à l'élection présidentielle, on a un discours d'Andrzej Nowak, qui est bien connu en Pologne, qui s'intitule Nasze zasady, nasz naród, dans lequel il explique, en se référant à Gramsci, que la droite pourra revenir au pouvoir et en finir vraiment avec la gauche post-communiste lorsqu'elle s'intéressera véritablement à la sphère du langage, à la sphère des idées, et aux véhicules institutionnels qui permettent d'agir sur le langage et les idées, c'est-à-dire les médias, l'école et les institutions culturelles. Donc ça, c'est 95, c'est presque du Alain de Benoît dans le texte, même s'il ne le cite pas, mais il se réfère au communiste Antonio Gramsci pour expliquer quelle doit être la stratégie de reconquête de l'hégémonie culturelle par la droite conservatrice polonaise, avec le soutien de l'Église catholique, qui est présenté dans le discours de Nowak comme l'allié naturel et objectif. Le pilier autour duquel les conservateurs doivent s'organiser. Donc moi ce qui m'intéresse un peu, c'est voir comment est-ce qu'on passe de cette phase-là à la phase, après la conquête du pouvoir, au changement de politique publique qui suit la conquête du pouvoir.
Et je pense qu'il y a des stratégies tout à fait parallèles et intéressantes, hein. Par exemple, on peut facilement identifier la tendance, que ce soit en France ou en Pologne, à se doter d'institutions dans la société civile, enfin d'organisations qui permettent de diffuser une vision du monde, que ce soit des think tanks, des associations, mais aussi des écoles de formation privée. Par exemple, en France, l'Institut de formation politique, qui n'est pas très connu, mais qui est une petite école de formation de militants de droite, dont Marion Maréchal Le Pen est une ancienne auditrice. Et elle s'est inspirée de cette école pour fonder son école de sciences politiques privée à Lyon, dont vous avez peut-être entendu parler, puisque c'est une école qui a signé un protocole d'accord avec le Collegium Intermarium, donc l'université fondée par Ordo Iuris en Pologne. Donc voilà, on retrouve des stratégies assez semblables. Et je pense que voilà, sur la question de comment est-ce que se met en œuvre concrètement un programme de politique culturelle de droite après l'arrivée au pouvoir, la Pologne constitue un cas d'étude tout à fait intéressant, que ce soit du point de vue de la politique historique et de la manière dont elle a été conçue autour de l'Institut de la mémoire nationale et des musées, comme voilà, l'idée qu'on allait diffuser une histoire qui soit monumentale, nationale, qui ne soit pas voilà, de l'ordre de la pédagogie de la honte, ce qu'on appellerait en France la repentance, mais aussi du point de vue de tout ce qui a précédé aussi dans l'univers médiatique. C'est tout à fait intéressant de voir comment après Smolensk, après 2010, on a toute une société civile conservatrice qui s'organise en Pologne autour des clubs Gazeta Polska. On a quelque chose d'assez similaire en Hongrie autour des comités civiques mis en place par le Fidesz, étudié par Bela Greskowicz. On a aussi en Pologne tout un écosystème médiatique privé plus à droite qui se met en place après 2010, hein, autour de publications comme Uważajcie, Dożecie, Wsieciw, Politece, etc., Telewizja Republika. Et on voit des choses tout à fait similaires en France, dans le sillon de la Manif pour tous dont je parlais. Vous avez une organisation qui s'appelle Sens commun, qui se crée comme une sorte d'organisation au sein du Parti Les Républicains, qui est devenue, cette organisation Sens commun est devenue depuis le mouvement conservateur. Elle s'est autonomisée du Parti Les Républicains, elle a soutenu la candidature d'Éric Zemmour à la dernière élection présidentielle, et on retrouve des gens qui sont très, très investis dans un travail idéologique, d'investissement des médias, de création de revues, etc., notamment autour d'une chaîne de télévision comme CNews en France. Donc je passe un peu rapidement là-dessus, mais on y reviendra, si vous voulez, dans la discussion. Et donc, le point peut-être sur lequel je voudrais terminer, c'est quelques pistes de recherche peut-être pour la discussion, ou en tout cas des choses qui me paraissent intéressantes à mettre dans la discussion sur ce sujet. En lien donc avec une démarche voilà, qui s'intéresse à la circulation des idées, au rôle des intellectuels en politique, et donc qui regarde finalement la politique aussi dans la société, et pas seulement au niveau des partis politiques et des élections. Je pense d'abord que c'est cette question voilà, du combat culturel vu de droite, elle invite à interroger le rôle de l'offre politique dans les phénomènes dits de droitisation, quoi, hein, ou de tournant illibéral, etc. Donc, j'ai évoqué ça quand je parlais des guerres culturelles, de backlash, etc. Ce qu'on voit dans les enquêtes d'opinion ou dans les travaux de politologues, je pense à ceux de Vincent Tibéri en France, par exemple, c'est qu'en fait, la société française est plutôt de plus en plus tolérante vis-à-vis de l'immigration, vis-à-vis des droits LGBT, etc. Donc, ce n'est pas un effet de polarisation de la société qui favorise une droitisation. On a des enquêtes assez similaires en Pologne, hein, qui montrent malgré tout une forme de sécularisation de la société polonaise. Il y a moins de gens qui vont à l'église, etc. J'ai vu encore passer récemment une enquête qui montrait que les Polonais, notamment les jeunes, étaient de plus en plus tolérants sur la question de l'immigration. Donc la question voilà, de la droitisation ou de l'audience électorale des droites aujourd'hui n'est pas simplement une question de demande, c'est aussi une question d'offre politique, et donc ça invite à regarder
quelles sont les transformations, notamment des mondes médiatiques, intellectuels, des champs de production idéologique, si on voulait parler comme Bourdieu, qui contribuent à mettre des thèmes, donc notamment culturels, davantage dans le débat politique. Le deuxième point, la deuxième piste qui me paraît importante, c'est cette idée de regarder ce phénomène pas seulement sous l'angle de l'analyse des discours, mais de l'analyse des politiques publiques effectivement mises en œuvre, quoi. Hein, comment la redéfinition d'un patrimoine culturel, matériel, immatériel, sa symbolique politique, la manière de le transmettre, etc., passe aussi par un ensemble d'agencements institutionnels que sont voilà, des financements, des institutions, des politiques, et donc aussi des postes dans les administrations culturelles qu'on redistribue en fonction des alternances politiques. Il y a là-dessus des réflexions tout à fait intéressantes sur la mise en place d'une contre-société civile et d'une contre-élite de la société civile chez Stanley Bill, par exemple, qui a écrit un article là-dessus dans East European Politics and Societies. Il y a eu pas mal d'articles dans la presse en Pologne sur, par exemple, l'attribution des subventions par l'Institut de la pensée nationale, l'Institut de Mowski, qui a été confié à Jan Varin, la manière dont ça subventionne des organisations d'extrême droite, notamment celles qui organisent la marche de l'indépendance, au nom justement de leur activité culturelle ou patrimoniale, quoi. C'est des gens qui contribuent à valoriser le passé national, qui organisent des reconstitutions historiques, etc. Donc on les subventionne à ce titre. Donc je trouve que ça, c'est tout à fait intéressant. Ça permet de sortir un peu, comme j'ai essayé de le faire dans ma thèse sur la politique historique, hein, voilà, sortir un peu de l'étude simplement des symboles et des discours pour dire, bah oui, il y a aussi des politiques publiques et donc des flux d'argent, des postes, etc., qui contribuent à redéfinir ce qu'est une politique publique de la mémoire ou de la culture. Et donc, le dernier point, ce serait, voilà, si on se place dans cette perspective-là, donc, et encore une fois, de décentrer le regard, de regarder les transformations des univers intellectuels, médiatiques, etc., pour comprendre le changement politique et culturel dans les sociétés, alors il y a effectivement à faire quelque chose qui est de l'ordre d'une histoire peut-être pas globale, mais comparative des transformations des espaces académiques, médiatiques, intellectuels, etc. Il y a tout un programme de recherche qui est un peu esquissé dans un livre de Frédéric Matonti, donc une collègue ici à l'Université Paris 1, qui avait publié en 2021 chez Fayard un ouvrage intitulé « Comment sommes-nous devenus réac ?» Donc c'est un titre un peu provoque, mais qui justement porte là-dessus sur la question de comment est-ce qu'on analyse la montée apparente de l'extrême droite en France, et qui disait, voilà, pour le comprendre, il faudrait arriver à saisir aussi ce qui s'est passé en termes de transformation voilà, du monde médiatique, des mondes intellectuels, etc., qui favorisent, pas forcément volontairement, des cadrages, des problématiques plus droitiers. Si on prend par exemple l'avènement de la télévision d'information en continu, dont les collègues spécialistes des médias montrent que voilà, c'est une forme de rapport à l'information qui favorise de toute façon plutôt l'accent sur les faits divers, des formes du type du talk show qui favorisent aussi des positions radicales, etc. On pourrait parler aussi de l'importance des réseaux sociaux, etc. Enfin bref, il y aurait une histoire et une sociologie comparée à faire de la transformation de ces espaces-là, en fait, qui contribuent à la diffusion et à la production d'informations et d'idées, pour arriver à comprendre les mécanismes par lesquels voilà, des idées deviennent puissantes ou hégémoniques ou produisent des effets, y compris donc des effets politiques. Et je m'arrêterai là. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Valentin. Donc, je pense que nous avons esquissé plusieurs questions, donc, avec des thématiques évidemment complémentaires, mais qui sont très, très distinctes aussi, certaines. Et je te remercie d'avoir présenté différents espaces aussi, parce que c'est justement ce que tu as terminé un peu là-dessus, toute cette importance d'avoir un regard croisé finalement sur les espaces et sur les problématiques qui effectivement évoluent de manière différente, peut-être aussi en fonction des territoires. Alors, peut-être je ne vais pas mobiliser la parole et donner la voix à notre public. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? N'hésitez pas pour... Si y a des choses que vous n'avez pas comprises, vous pouvez poser des questions en polonais, en français.
Je voudrais poser une question. On a parlé d'enjeux de... Juste un peu plus fort, s'il vous plaît. Oui, OK. On a parlé de 3 enjeux dans quelques moments de la présentation. J'ai juste noté 2. Je n'ai pas entendu le 3e enjeu. C'était immigration, moralité. Voilà. Mémoire, identité et morale, ou moralité. Donc, immigration dans identité, quoi. Qu'est-ce qu'il y a l'identité exogène et allogène, en fait, en quelque sorte. Oui, oui, même si je pense que ce qui est aussi assez intéressant et qu'on voit bien en lien avec cette question du rapport au passé communiste, l'extension de l'anticommunisme, c'est comment identité, ça peut évidemment se diriger au sens de, voilà, il y a les nationaux et les étrangers, mais ça peut aussi être, il y a parmi les nationaux, il y a les bons et les moins bons nationaux, quoi. Oui, la Donc, question du il y a traître, effectivement. il y a le traître, il y a le communiste, etc., quoi. Donc ça, on le voit bien dans les sociétés post-communistes. Mais il y a pas que là. Je veux dire, il y a toute une partie de la gauche, la cabale sur l'islamo-gauchisme, par exemple, en France, sur l'idée qu'il y a une espèce d'alliance objective entre des militants d'ultra-gauche et les islamistes pour finalement, encore une fois, saper les fondements de la République ou de la nation française. Ça relève un peu de ça aussi, quoi. C'est un peu la chasse aux mauvais français. C'est ça. Et pourtant, on a demandé au CNRS de mener une enquête. Voilà, exactement. Qui n'a jamais été lancée, fort heureusement. Oui, oui. Bah, peut-être juste pour lancer la discussion, enfin, je vais commencer avec une question. Justement, tu as parlé de la redéfinition du patrimoine. Enfin, je reviens sur les questions du patrimoine. Alors, peut-être plus même pour partir de l'exemple français qui est sans doute le plus clair sur cette question. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots, enfin, et comment est-ce que toi tu vois la chose? Alors, si j'ai bien compris, tu as présenté le fait que le patrimoine culturel, le patrimoine idéologique, il est réinterprété, même redéfini quelquefois. Et donc, là, si on part d'un exemple qui est pour la France, disons, un exemple presque sacré, je parle ici de la Révolution française. Et justement, est-ce que tu pourrais peut-être expliquer, parce que je pense que pour les étudiants, ce serait intéressant, comment est-ce que la Révolution française est traitée, sachant qu'elle est vraiment le lieu de mémoire sacré presque. Pendant très longtemps, elle a été le lieu de mémoire de la gauche française. Enfin, en tout cas, c'était plutôt rattaché dans ce sens-là. Et en même temps, on a l'impression aujourd'hui qu'il y a eu une sorte de nationalisation presque de la Révolution française, dans la mesure où c'est évidemment aussi quelque chose qui fait la gloire de ce qu'on pourrait appeler, de manière un peu peut-être ironique, donc l'esprit français, pour dire par là, puisque finalement, on a vu que dans la campagne de Zemmour en particulier, lui, qui se réclame pourtant d'une lignée très droite, il faisait référence à la Révolution française en disant que c'était quelque chose qui a marqué la vraie France, qui a marqué l'évolution d'une histoire nationale, une histoire qui n'a pas été marquée par des métissages extérieurs, enfin tels qui sont définis aujourd'hui. Donc voilà, est-ce que tu peux nous dire un peu quel a été le parcours intellectuel de la Révolution française malgré elle ces dernières années? Ouais. Alors, bon, sans être exhaustif, hein, mais tu as résumé un peu à grands traits ce qu'il y a à comprendre, je pense. Hein, c'est que, voilà, effectivement, historiquement, la droite a plutôt un problème avec la Révolution française. On peut même dire qu'elle est née en réaction à la Révolution française, pour En tout cas, oui. partie. Mais effectivement, je trouve que c'est un excellent exemple de la polysémie aussi de ces symboles, quoi, de ce patrimoine dont on parle, quoi, et de la pluralité de sens dont on peut l'investir. Parce que, évidemment, ce que la droite aujourd'hui va valoriser dans la Révolution française, c'est pas forcément ce que la gauche irait chercher, ou en tout cas, disons, la révolution au sens de, comme tu le disais, la grandeur de la France qui rayonne sur le monde, et donc aussi la révolution comme prolégomène du bonapartisme aussi, qui est héritier en partie de la révolution. C'est quelque chose qui peut parler davantage à la droite. Ça peut être une manière d'en parler. Je pense que d'une manière générale, il y a tous les symboles liés à la République et aux Lumières qui sont un peu, pour partie, réappropriés à droite aujourd'hui, parce que justement, ça permet de dire qu'il y a une espèce de forme d'identité universaliste française, par exemple autour de la laïcité, de valeurs républicaines, qu'on peut opposer à des autres qui sont soupçonnés de ne pas s'intégrer dans ce cadre-là, en l'occurrence des populations issues de l'immigration musulmane. Donc là, ça permet finalement
d'avoir un discours exclusionniste, islamophobe éventuellement, mais sur des bases qui sont autres que celles d'un racisme identitaire. Il y a d'ailleurs un papier assez chouette d'un collègue, Aurélien Mondon, donc, qui est français, mais qui est à l'université de Bath en Angleterre, et qui est consacré à l'islamophobie, et qui dit aujourd'hui, finalement, on a ce qu'il appelle des articulations libérales et des articulations illibérales de l'islamophobie, en disant, donc il y a l'articulation illibérale, c'est celle classique de l'extrême droite, donc ethno-raciale, voilà. Les musulmans ne peuvent pas s'intégrer parce qu'ils ne sont pas occidentaux, mais dit à côté de ça, il y a des articulations libérales qui ne sont pas identiques ou symétriques, mais qui s'appuient justement, en France en l'occurrence, sur cette identité des Lumières républicaines, etc. Et donc on exclut les musulmans, mais pas parce qu'ils sont racialement différents, mais parce qu'il y a un soupçon d'arriération culturelle à travers la pratique religieuse, quoi. Donc ça, je trouve que c'est intéressant. Je pense que c'est une des clés aussi de compréhension de pourquoi des symboles comme la Révolution, la République sont récupérables par la droite aujourd'hui. Et est-ce que du coup, on retrouve un peu le même mode de fonctionnement avec la révolution américaine aux États-Unis, chez les conservateurs, ou est-ce que c'est moins présent chez eux? Ben, je connais moins la situation, mais de ce que je lis, de ce que je comprends, il y a là aussi une lutte autour de la question de savoir si le libéralisme de la société, enfin de la révolution américaine, doit être revendiqué aujourd'hui par la droite américaine. Tous les débats autour de la question de l'ordre naturel, de la loi naturelle, qui sont centraux dans la décision de la Cour suprême de revenir sur l'arrêt Roe v. Wade et le droit à l'avortement, c'est autour de ça. C'est dans quelle mesure il y a une espèce de loi naturelle, donc divine, et donc encore une fois un socle finalement de valeurs traditionnelles, qui est attaché à l'identité américaine et qui est en quelque sorte perverti ou biaisé par une idéologie libérale qui place l'individu au-dessus de la loi naturelle, quoi. Donc, en fait, c'est quand même beaucoup une question, je ne l'ai pas dit, mais c'est quand même beaucoup une question de rapport à la question de l'égalité et de l'inégalité qui se joue là-dedans, quoi. Chez les Gutko, c'est central. Les Gutko, aujourd'hui, il explique qu'on ne peut pas être même démocrate. Il va plus loin dans ces débats avec des intellectuels américains en disant qu'il est pas seulement contre le libéralisme, il est même contre la démocratie, parce que la démocratie, c'est l'égalitarisme. Et donc, l'égalitarisme, c'est déjà la remise en cause de l'ordre naturel, parce que l'ordre naturel, il est profondément inégalitaire. Il y a un haut, un bas, des hommes, des femmes, etc. Non, mais c'est très intéressant, justement. Est-ce que vous avez d'autres questions, des précisions? N'hésitez pas, vous voyez, on est en relativement petit comité, donc c'est sûr que Valentin sera heureux de répondre à vos questions. J'ai une question. Pardon. Oui, allez-y. Oui, bien sûr, ceux qui sont en ligne, vous êtes tout à fait invités à la discussion. Donc, allez-y. Vous avez parlé de wokisme, qui est venu, bien sûr, de l'Amérique. Il y avait cette vague de boulonnement de monuments après la mort de George Floyd. Il y avait une réponse assez dure, je ne sais pas comment dire, d'Emmanuel Macron. Et j'ai vu là beaucoup d'intellectuels qui ont réagi pour condamner le déboulonnement. Est-ce que ce wokisme est toujours présent dans le débat? Parce que moi, je le vois pas tellement présent maintenant. Premièrement, il y avait une grande part du wokisme. Je ne sais pas si c'est toujours si présent, tout simplement, oui. Ouais. Je pense que c'est présent et aux États-Unis et en France dans le discours des gens qui se disent anti-wokisme, en fait. Cette notion-là, elle est intéressante parce qu'elle est plus mobilisée par les gens qui se disent anti-wokistes que par des gens qui se diraient eux-mêmes wokistes ou woke. Ce qui est... donc, il y a moins de... Voilà,
on n'est plus dans la phase en France où il y avait le débat sur l'islamo-gauchisme qui a été un peu l'équivalent du débat sur le wokisme. Je ne crois pas qu'on soit encore dans une phase où il y a énormément de déboulonnement de statut, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. Il y en avait eu en Belgique en lien avec le passé colonial. Donc, c'est intéressant aussi, comme ces questions de mémoire reviennent systématiquement, enfin très souvent dans la problématique. Mais je ne sais pas si c'est le sens de votre question, mais moi, il me semble que voilà, là aussi, c'est quand même plus un effet d'offre politique au sens où il y a des entrepreneurs politiques plutôt à droite, plutôt conservateurs qui utilisent des manifestations relativement anecdotiques quand même le plus souvent. En France, on en a beaucoup fait sur des conférences qui étaient annulées suite à l'intervention de militants étudiants qui étaient voilà, féministes ou antiracistes, qui faisaient annuler des conférences de conférenciers voilà, plutôt étiquetés conservateurs. On en a beaucoup fait sur des anecdotes comme ça pour justifier des mesures qui sont, à mon sens, quand même assez disproportionnées par rapport à l'état de la menace, quoi. Voilà, c'est les exemples par lesquels j'ai commencé. Le fait qu'on dise, voilà, on arrête de subventionner les études de genre, on arrête d'accréditer les diplômes en études de genre, parce que les études de genre, c'est de l'idéologie, quoi. Donc, c'est un peu le sens de mon propos quand je dis qu'il faut aller peut-être voir aussi du côté des politiques publiques, quoi. C'est-à-dire que si on regarde la situation réellement existante, et là, voilà, je fais un plaidoyer pro domo en me plaçant du point de vue du chercheur fonctionnaire. Hein. Les menaces sur la fabrique de savoir scientifique, elles me semblent venir davantage de pouvoirs publics qui seraient voilà, obnubilés par l'idée que peut-être il y a des faux scientifiques ou des idéologues et donc il faut faire attention, il faut contrôler la recherche, arrêter de subventionner certaines recherches. Je pense que les menaces, elles viennent plus de là que de militants wokistes ou autres d'extrême gauche qu'on accuse un peu rapidement de censure, alors que ça me semble quand même pas être si terrible que ça, quoi. Merci. Alors, si je comprends bien, la droite se sont menacées, mais est-ce qu'elle a jamais perdu la hégémonie culturelle? Voilà. Pour moi, c'est pas tellement compréhensible parce que, bon, la droite a les élites, car toujours l'hégémonie culturelle. D'où vient ce sentiment de menace, de peur? Ouais, je pense qu'il faudrait déjà préciser peut-être que hégémonie culturelle, c'est vraiment le terme voilà, repris de Gramsci, utilisé par les acteurs, mais je pense qu'il est pas très heuristique, il n'est pas très pertinent à utiliser comme chercheur, parce que hégémonie culturelle, c'est quand même assez fort, quoi. Ça voudrait dire qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un régime d'idéologie unique, quoi, ce qui, dans les faits empiriques, est quand même pas constaté et rarement constaté. Même en Pologne communiste, on pourrait discuter de savoir s'il y avait une hégémonie culturelle communiste, quoi. Il y a quand même toute une vie scientifique, intellectuelle, d'où est née la dissidence, donc qui montre bien que tout le monde n'était pas complètement communiste, quoi. Donc pour moi, hégémonie culturelle, ça marche pas très bien. Je pense que la bonne approche, c'est ce que disait Laurent en introduction du séminaire, c'est-à-dire de voir que ces enjeux-là, culturels, patrimoniaux, etc., c'est des enjeux de lutte, c'est des problèmes qui font l'objet de mobilisation, de problématisation par différents types d'acteurs. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que la question... donc évidemment, quand on interroge des gens de droite, en tout cas des conservateurs que j'interroge, que ce soit en Pologne ou en France, donc en Pologne des gens proches du PiS et en France des gens proches du Rassemblement national, des Républicains ou d'Éric Zemmour, ils se vivent toujours sur un mode minoritaire. Donc ils ont beau avoir des positions de pouvoir importantes, ils se sentent minoritaires. J'ai fait une interview avec Richard Legutko, qui est quand même plutôt quelqu'un qui a une position relativement dominante, hein, socialement, en tant qu'élu, député européen, etc. Il pense toujours qu'il appartient à un groupe qui est minoritaire dans la vie politique et intellectuelle polonaise. Bon. Donc là, il y a des choses qui sont du ressort de la psychologie des individus. Moi, je ne suis pas trop armé méthodologiquement pour l'utiliser, mais je pense pour l'étudier, mais je pense qu'indépendamment des discours des acteurs et de savoir qui vraiment a l'hégémonie culturelle, ce qui est important, c'est de voir comment le discours sur l'hégémonie culturelle et la contre-hégémonie culturelle, il permet de mobiliser
des électeurs, de légitimer des prises de position, de politiser des problèmes et donc voilà, de conquérir du pouvoir, de conquérir des positions de pouvoir, de mettre en place des politiques culturelles. Voilà, je pense que c'est aussi un discours de justification d'un ensemble de pratiques et de décisions. Merci. Merci beaucoup, Valentin. Est-ce que vous avez d'autres questions? On a le temps pour une dernière question, je pense. D'accord. Peut-être en ligne, quelqu'un ou Kinga, si vous voulez. Moi, j'aurais une question. Merci beaucoup, Valentin, pour présenter ton nouveau sujet de recherche, qui, je comprends bien, est lié à une recherche déjà menée, entre autres, en Pologne. Tu as mentionné tout au début les différents types de combats culturels, par exemple en Italie ou en Floride. Est-ce que tu penses que celle qui est menée en Pologne est très différente, ce que tu as aussi montré dans ton exposé? Je voulais demander surtout concernant la position de l'Église dans ce combat culturel de l'extrême droite, parce que, à mon avis, c'est ce qui différencie tous les combats de celle qui est menée en Pologne, les valeurs catholiques aussi, ce que soulignait souvent dans ce livre professeur Andrzej Nowak aussi. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, moi je suis assez d'accord avec ça. Je pense que c'est aussi pour ça, à mon avis, qu'il faut étudier ces questions-là de manière comparative pour voir comment il y a des idiosyncrasies nationales ou en tout cas des spécificités qui font que on n'a pas forcément les mêmes alliances, les mêmes acteurs et les mêmes stratégies discursives aussi, quoi. Pour moi, ta question, elle rejoint aussi un peu celle de Laurent, au sens où je pense que les usages en France de l'universalisme républicain comme quelque chose qui peut être excluant et pas inclusif, c'est assez spécifique à un pays qui a fait la Révolution française, qui a des valeurs républicaines, qui a la laïcité. La laïcité, c'est comme un rapport à la religion très particulier, presque pas trop rencontré ailleurs, quoi. Donc, qui est évidemment pas celui d'un pouvoir presque théocratique dans le cas de la Pologne, si on voulait être provocant, quoi. Mais en tout cas, de relations incestueuses entre le PiS et certaines fractions de l'Église catholique, parce que c'est toujours pareil, il faudrait voir aussi comment ces entités-là sont polarisées, parce que le catholicisme en Pologne, c'est aussi Więcz, Tygodnik Powszechny, les clubs de l'intelligentsia catholique, donc on pourrait trouver des catholiques modérés, de fait, il y en a. Donc je pense que oui, l'enjeu d'une démarche comparative, ce serait celui-là, de voir comment, à la fois dans les argumentaires mobilisés, dans les stratégies d'alliance, on n'a pas tout à fait les mêmes choses d'un État à l'autre, quand bien même on peut montrer, comme je le disais à propos des réseaux transnationaux, qu'on a affaire à des acteurs qui sont en contact, qui se lisent, qui se rencontrent, qui s'imitent un peu. Voilà. Donc, il y a quand même un ensemble de croyances partagées. Et le référent religieux est très présent chez ce qu'on appelle la droite chrétienne américaine, qui fait partie des organisations qui ont favorisé le Tea Party, la radicalisation trumpiste des républicains. Donc, il n'y a pas que ça, hein. Il y a aussi d'autres formes d'inspiration idéologique. Je parlais d'Alain de Benoît. Ce qui est très intéressant, c'est que la nouvelle droite commence aussi à se définir historiquement dans les années 70 comme néo-païenne, en disant que le catholicisme et tous les monothéismes, c'est déjà une subversion de l'héritage culturel occidental. Donc, en fait, ils lisent beaucoup des choses sur les Indo-Européens, l'arianisme, etc., en considérant que voilà, le vrai occidental, il est païen, quoi. Et que Jésus est déjà un communiste, quoi, quelque part, tu vois. Donc, c'est très intéressant. Mais ça ne les empêche pas, dans une phase ultérieure, de Benoît et consorts, de revendiquer malgré tout une forme d'identité occidentale chrétienne au motif qu'elle permet de distinguer la civilisation européenne des autres. Donc, tu as toujours des formes de bricolage idéologique qui font que même les acteurs qui ne sont pas spécialement religieux dans cette histoire-là peuvent se dire, voilà, je ne suis pas croyant, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas catholique, mais culturellement, je reconnais que la civilisation, la nation à laquelle j'appartiens est marquée par un héritage qui est celui du christianisme, et donc je le défends comme héritage culturel, patrimoine, vis-à-vis des autres identités allogènes, quoi. Donc voilà, ce serait la manière dont on pourrait peut-être nuancer le poids, tu vois,
de l'Église catholique en Pologne dans cette histoire-là. Oui, mais en fait, c'est ce qui n'est pas étonnant, parce que c'est vrai qu'on a tendance, même les historiens, ils continuent à considérer aujourd'hui quelque part qu'il y a cette lecture inspirée de Mosque qui est de dire que la religion reste un fait social total, comme Oui. il disait. Donc finalement, c'est pas étonnant, oui, parce que c'est avant tout une pratique sociale, plus même que des dogmes, plus même qu'une norme véritablement théologique. Donc, Donc, Ben, c'est ça, ouais, là aussi, ouais, c'est vraiment susceptible d'appropriation et d'usage très différents. allez-y. Donc, pour cette raison, on utilise ces termes, ces expressions islamo-gauchisme. Mm. Oui, c'est ça, parce que je pense que c'est l'expression utilisée par la droite, c'est ça. Oui, exactement. Oui, Ouais. oui. Mais qu'est-ce que ça... Mhm. Pardon, allez-y. Ouais. Oui, qu'est-ce que ça signifie? C'est les je ne sais pas comment expliquer, Oui, oui. les... Ça signifie qu'il y aurait une forme d'alliance objective, pas forcément consciente, entre des militants d'extrême gauche et des islamistes, donc des gens qui pensent que voilà, il faut un islam politique qui soit visible en tant que tel dans l'espace public, hein, une alliance contre les valeurs républicaines, quoi. Donc de dire qu'il y a à la fois à l'extrême gauche et chez les militants de l'islam politique une alliance de gens qui considèrent que voilà, c'est normal de porter le voile dans l'espace public, qui seraient contre la laïcité, voilà. C'est comme toujours avec ces labels-là, c'est pas très clair ce que ça désigne, mais c'est un petit peu comme Liberavano Lewicowe en Pologne, quoi. Hein. C'est un petit peu, on en touche deux avec une seule balle, quoi. Hein. C'est à la fois la gauche post-communiste et les libéraux Donald Tusk. Voilà, tout ça est ensemble. Ça fait pas forcément grand sens, mais voilà, ça permet de dire tout ce qui n'est pas moi, quoi. Et je pense aussi qu'en France, je ne sais pas ce que tu en dirais, mais quand on utilise le terme islamo-gauchisme, justement, c'est un choix volontaire pour souligner un peu un paradoxe, en fait, de Oui. cette nation-là, en disant qu'en fait, c'est une sorte Oui. de liberté qui viendrait de l'extrême gauche qui est en train de légitimer une théocratie islamiste. Oui. Donc, Oui, c'est vrai aussi en lien avec ce que tu disais sur la révolution, la gauche, la laïcité. exactement, oui, c'est un peu le même Vraiment. principe. Oui, Sauf c'est que aussi. là, on souligne volontairement une sorte de dévoiement complètement idéologique. En quelque sorte. C'est vrai, exactement. Oui, tu as raison, c'est important. Une dernière question, vraiment, c'est la dernière. Et après, non, en ligne, vous ne voulez pas réagir dans le chat éventuellement si vous avez des commentaires. Bon, bah, écoutez, puisqu'il est presque 18h30, je vous propose qu'on arrête là. On remercie très chaleureusement Valentin. On espère le revoir prochainement et cette fois-ci, on espère quand même le voir en présentiel et non pas simplement sur un écran. Promis, j'essaye de passer vers le printemps. Très bien, bon, on sera prêt à t'accueillir très, très volontiers. Et donc, on remercie aussi tous les étudiants d'avoir été avec nous. On se retrouve pour la prochaine séance le 25 octobre, si je me rappelle bien. Voilà, le 25 octobre. Et donc, on parlera du patrimoine linguistique cette fois-ci. Donc, la langue comme une sorte d'héritage aussi repris aujourd'hui. Voilà, bah écoutez, je dis à bientôt à Valentin donc, et à la prochaine séance à tous les étudiants. Donc, merci beaucoup et bonne soirée à tous. Merci. beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, à la prochaine. À bientôt, Valentin. je voudrais poser une question.